Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 16 mars 2016, c'est-à-dire que nous sommes au lendemain du 5e anniversaire du commencement des événements. Je vais parler des événements de Syrie et pas de la guerre civile, puisque ça n'a quasiment jamais été une guerre civile. En tout cas, une guerre intercommunautaire, interconfessionnelle. Et en ce 5e anniversaire, pour ce 5e anniversaire, il y a eu un coup de théâtre, un séisme diplomatique majeur, à savoir l'annonce unilatérale, du retrait unilatéral des forces russes. Alors, nous allons revenir sur cette question qui a tétanisé toutes les chancelleries du monde. On ne s'y attendait pas du tout. La dynamique russe était parfaitement ascendante. Il regagnait du terrain. Les troupes au sol, non plus iraniennes, puisque je crois que les Iraniens sont déjà retirés en partie. Mais les troupes gouvernementales syriennes, l'armée, ce qu'on appelle l'armée arabe syrienne et les forces du Hezbollah progressaient vers Raqqa, qui est le fief, la capitale de l'État islamiste, et tout d'un coup, patatras, coup de théâtre, coup de tonnerre dans un ciel de printemps, un ciel un peu tourmenté d'ailleurs, les Russes se retirent. Alors, pourquoi ? Personne, tout le monde s'interroge. On dit les Russes. Alors les explications les plus bateaux ont immédiatement déferlé. Les Russes n'ont plus d'argent. Les sanctions pèsent trop lourd. Le prix du pétrole a fait s'effondrer l'économie russe. Les Russes, donc, n'ont plus les moyens. Ils doivent faire face aussi à une opposition. Poutine doit faire face à une opposition interne considérable. La guerre du pétrole, la surproduction saoudienne qui ont fait chuter, s'écrouler les cours, ne permettent plus à l'économie russe de soutenir cet effort de guerre, qui est un effort intense. Je rappellerai 9000 frappes en l'espace de 4 mois. L'opération ayant commencé le 30 septembre. 9000 frappes. Et les bombes coûtent cher de nos jours. Également, M. Poutine devrait faire face à une opposition interne de plus en plus virulente, hostile. On a peu d'écho sur cette situation intérieure, mais on sait très bien, si on regarde l'histoire de toutes ces dernières années, qu'il y a toujours une révolution orange qui couve, qui est sur le feu. Voilà. Alors, ces explications ont leurs limites et leurs limites immédiates. Monsieur Poutine est un fin stratège. Monsieur Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, est un immense diplomate qui a un sang-froid redoutable. On peut penser qu'il y a d'autres paramètres, d'autres dimensions, des dimensions cachées. Alors, la première qui vient à l'esprit, c'est un accord qui aurait été passé avec Obama, et c'est une piste très sérieuse. Cet accord, il existe depuis longtemps. Les liens se sont resserrés, et peut-être que ont été négociés plusieurs aspects. La réduction de la production pétrolière de l'Arabie Saoudite, mais surtout la non-intervention turco-saoudienne qui était prévue, qui d'ailleurs c'était une annonce qui avait fait long feu.
En se retirant, Monsieur Poutine donne plus de chance à la négociation qui s'est engagée depuis quelques jours. On voit aussi que depuis 18 jours, la cessation des combats tient, qu'elle est durable, qu'elle est stable. Cette trêve a fait ses preuves. Et aujourd'hui, Monsieur Poutine se retire en fait pour donner toutes ses chances au processus de paix. En vérité, il faut se poser la question de savoir si nous n'avons pas affaire une fois de plus à un théâtre d'ombre, si ce retrait tout à fait spectaculaire et tout à fait sidérant pour la communauté internationale n'est pas une affaire de faux semblants. La marine russe reste au mouillage, aux abords, au large du port de Tartous. On annonce d'ailleurs la venue à la fin du printemps du seul porte-avions russe dans les eaux territoriales syriennes, l'amiral Kuznetsov. Les batteries sol-air S-400 qui sont des engins de neutralisation absolument fabuleux. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur la planète guerre. Reste en place, qui donc instaure de facto une zone d'interdiction aérienne pour tous les avions, notamment les avions de l'aviation turque. Les Russes ont également fait preuve de leur capacité à envoyer des missiles, à opérer des frappes, des drones subsoniques ou peut-être même hypersoniques depuis la mer Caspienne, depuis leur bâtiment de la mer Caspienne. Donc le théâtre d'opération syrien est environné, il est encerclé. On peut dire que les Russes, en retirant le gros de leurs troupes, gardent quand même une capacité opérationnelle réelle et qu'ils sont, selon l'expression consacrée, qu'ils restent l'arme au pied. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. Les Russes viennent de réussir un coup médiatique et diplomatique de première grandeur, comme ils l'avaient fait d'ailleurs au temps où ils avaient annoncé le désarmement chimique de la Syrie. Ils montrent leur capacité, une fois de plus, à prendre l'initiative et, d'une certaine façon, à montrer que les États-Unis, que Washington, eux, s'enlisent dans des conflits dont eux peuvent et parviennent à s'extraire avec une grande facilité. D'ailleurs, admettons et reconnaissons que M. Poutine n'avait pas annoncé de durée à l'intervention russe de la Fédération de Russie. Il avait annoncé quelques mois. Eh bien, les termes de cet engagement ont été tenus. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Alors, je voudrais signaler la revue Europe et Orient, éditée par les éditions Sigest, sur le pouvoir de l'idéologie, parce que nous sommes, il est bien clair que nous sommes dans le pouvoir des mots, dans le pouvoir dans la guerre des idées, de la guerre des communiqués. L'affaire syrienne en est un exemple parmi tant d'autres, et qu'aujourd'hui l'idéologie est toute puissante. On le sait, on le voit en France à travers l'école de la magistrature, où le formatage idéologique que subissent nos militaires, qui n'ont pas un bagage suffisant pour développer l'esprit critique qui leur permettrait de développer les résistances aux idéovirus que l'on nous injecte en permanence. Alors, ce numéro, le pouvoir idéologique, retour à Gramsci, qui avait théorisé la guerre culturelle, est extrêmement important. Il y a des signatures tout à fait prestigieuses. Il y a Jacques Sapir, entre autres, mais bon, ou François Bernard Huyghe. Je vous ne les citerai pas toutes, mais je recommande très très chaudement cette revue qui est semestrielle, donc qui ne paraît que 2 fois par an et qui offre un vaste tour d'horizon, un panorama sur cette guerre culturelle qui nous affecte et qui fait tant de ravages dans nos sociétés
dans un contexte de désordre sociétal que vous connaissez bien. Alors ça aussi, puisque l'on parle de la Russie, de la Fédération de Russie, c'est un livre rédigé par un Américain dont le nom s'était inséré, a fait une brusque irruption dans la campagne américaine, puisqu'on a reproché à M. Trump d'avoir rencontré M. David Duke, qui a écrit Le Grand Secret du communisme, en s'appuyant sur à la fois le texte et une rencontre avec Solzhenitsyn, 2 siècles ensemble, un livre qui a été traduit en français mais qui n'a pas été traduit en américain. C'est la dernière grande œuvre de Solzhenitsyn et qui là nous offre un panorama du communisme en partant de la révolution bolchevique, mais via aussi bien l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie. Ça parcourt le siècle dernier à bride abattue, mais je ne saurais trop recommander de lire ce livre qui à mes yeux est essentiel, alors que nous nous acheminons maintenant très rapidement vers l'anniversaire, un siècle après, de cette révolution judéo-bolchevique de 1917, et en 2017, elle est au fond toujours à l'ordre du jour. Nous pourrions revenir à l'occasion sur Daesh, idéologie communiste du monde arabe, en tout cas idéologie anti-islamique et quasiment communiste du monde arabe. Arte diffusait hier un certain nombre de témoignages de gens de Daesh et qui étaient tout à fait éclairants à ce propos pour qui savait un tout petit peu décrypter. Alors l'éditeur est Acribeia, un petit éditeur parfaitement inconnu, mais vous trouverez Acribeia avec un K, A-K-R-I-B-I-A, Acribeia, j'ai oublié un E. Vous trouverez ça sur Google, et je pense qu'il faut aider ce genre d'édition indépendante, autonome, qui nous aide à repenser le monde selon des critères un peu concrets, un peu stables, alors que nous nous déplaçons dans un labyrinthe dans lequel nous ne trouvons ni l'entrée ni la sortie.